correspondant à pas dans... J'ai compris. Donc, c'était le recording. Moi, je suis un des correspondants à pas et normalement, un certain nombre de correspondants à pas ont suivi la formation, mais bon, sur MIVG, on est en train de mettre ça en place. Je veux dire, on n'est pas tout à fait au point, je pense, et heureusement que Laurie et toute l'équipe peut nous appuyer. Donc, je commence. L'APA, donc, c'est l'acronyme de accès et partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Donc là, je vais vous faire un petit historique. Si ça veut bien passer, ça ne passe pas. Clique sur mon diapo. Et je passe en cliquant. Maintenant, avec la flèche, ça marche. OK. Donc, ce qui est important dans l'APA, donc dans l'accès et le partage des ressources, c'est à la fois l'accès des ressources, mais aussi son utilisation. Donc, il y a deux pieds à l'APA. Donc, on va d'abord parler de l'accès aux ressources concernées, au partage des avantages et la conformité aux réglementations de la partie fournissant les ressources génétiques. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'APA doit concilier cette idée on va acquérir des ressources, on va en faire quelque chose. Et potentiellement, on peut en faire de l'argent, mais pas que. Donc, ça ne concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi nous dans la recherche. Donc, avant d'aller sur l'utilisation, on va parler d'abord de quoi on parle. Donc, on parle des ressources, c'est le matériel génétique, à savoir, donc je crois que je vais mettre mes lunettes parce que comme je bien. Ouais, c'est ça. Désolé. Donc, c'est matériel d'origine végétale, animale, microbienne, mais vous allez voir, on a une page sur les exceptions. Grosso modo, c'est tout le matériel génétique qui n'est pas humain. Donc, quand on dit pas humain, ce n'est pas des cellules humaines. Par contre, des microbiotes, ça rentre dans la part. Après, c'est une législation qui évolue beaucoup, très rapidement. Depuis la formation qu'on a eue le 29 septembre, il y a déjà en préparant la présentation, Laurie m'a déjà dit ouais, mais ça, tu l'enlèves parce que ça a changé, ça a changé, etc. Donc, c'est pour ça aussi que les correspondants de nos tutelles sont là. Eux, ils suivent vraiment la législation de très près. Mais dans tous les cas de figure, dès le moment où vous avez de la ressource génétique, sauf humaine, ça rentre dans la pain. Voilà, matériel génétique ayant des valeurs effectives ou potentielles. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément, vous pouvez ne pas avoir tout de suite l'idée de ce que vous allez en faire de cette ressource génétique. Donc, l'utilisation, elle peut être potentielle. Elle n'est pas forcément, je sais ce que je vais en faire, donc je rentre dans la part. Non, ça peut être du potentiel. Donc ça, c'était la Convention de la diversité biologique, sur la diversité biologique en 92. Et à Nagoya en 2010, ils ont précisé un peu un certain nombre de points, et notamment le fait que, en fait, rentre dans les ressources tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant d'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unité fonctionnelle d'hérédité, c'est-à-dire typiquement de l'ADN, etc. Donc, à savoir des arômes, des résines, des venins, etc. Ça rentre dedans. Donc, le champ est très, très large. Et actuellement, il y a la COP15 qui a commencé à Montréal. Ils sont en train notamment de discuter de est-ce que les séquences génétiques peuvent rentrer dans l'APA. L'idée étant qu'avec la biologie de synthèse, publier une séquence, ça peut vouloir dire en fait finalement donner une information qui peut être développée partout dans le monde. Donc si on va dans un pays, on extrait de l'information génétique, comment faire pour que cette ressource qui vient d'un pays, comment faire pour que il puisse y avoir un retour à ce pays.
C'est ça vraiment tout le propos de l'APA, c'est faire en sorte qu'on n'arrive pas à faire de la biopiraterie partout dans le monde en disant bah, ça appartient à tout le monde, on s'en fout. Et que, en fait, que les ressources de chaque pays, en fait, ça reviennent d'une certaine manière selon une réglementation. Et c'est ça le but de l'APA, c'est cette réglementation. Donc, l'utilisation, là, je vais peut-être mettre en haut à gauche. On va voir si ça marche. Donc, il y a à la fois les ressources, l'accès, et puis après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce que ça touche? Ça touche les activités de recherche et le développement sur la composition génétique et ou biochimique des ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie. Donc, ça veut dire que ça inclut la caractérisation et l'évaluation, la mise en conservation, la reproduction et la sélection, la propagation et la culture, la production des composés naturellement présents dans le matériel génétique, la modification génétique, la biosynthèse, le recueil des savoirs et savoir-faire traditionnel associé. Ça veut dire que même finalement, quand même un anthropologue qui va travailler quelque part, un ethnologue, il peut rentrer dans ces conditions, notamment d'aller voir des populations traditionnelles qui ont des manières d'extraire des molécules. Et ben, cette manière d'extraire les molécules rentre dans la... donc, chronologie des accords de réglementation. Donc, on l'a vu, 92, la Convention, 2010, Nagoya, et la loi sur la biodiversité en France. Donc, ah oui, le règlement européen né en 2014. Et puis après, en France, la loi sur la biodiversité est datée du 9 août 2016. Et alors, c'est important, pourquoi le 9 août? C'est que comme cette loi n'est pas rétroactive, c'est que tout ce que vous avez fait avant le 9 août 2016, ça ne rentre pas dans l'APA. En tout cas, si vous y touchez, si vous ne modifiez pas les conditions dans lesquelles vous avez accédé aux données. Par contre, tout ce qui touche après, vous êtes tenu de remplir de suivre la réglementation. Alors, finalement, l'APA, l'APA ce protocole rend la possibilité au pays de définir qui peut collecter, qu'est-ce que et quoi effectivement, ce qui est possible de faire, l'accès à ces données, les restrictions potentielles, et puis comment le faire et quelles sont les procédures à suivre. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'en fait, chaque pays qui souscrit à Nagoya, parce que tous les pays n'ont pas fait, va définir en fait les conditions dans lesquelles il veut que qui, quoi, comment. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est important et d'être en contact avec nos correspondants APA ici, et en fait qui vont nous donner des contacts en disant, ben voilà, la personne à contacter dans le pays dans lequel vous travaillez, avec lequel vous travaillez, c'est telle personne. On va voir comment ça se passe. Donc, on a un fournisseur. Ce fournisseur, c'est donc le pays dans lequel on va aller accéder aux ressources. C'est soit le pays, soit les communautés traditionnelles qui sont reconnues par le pays. Donc, typiquement, une population traditionnelle révolutionnaire ne va pas être reconnue par son pays, c'est au hasard. Et toujours ce fournisseur, pour savoir comment on fait pour aller le voir, pour lui dire bah, qu'est-ce que je fais, on contacte le point focal. Vous allez voir, il va y avoir un détail sur ça. Donc ça, c'est le fournisseur. L'utilisateur, c'est toutes les personnes futures qui vont pouvoir utiliser ces ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées. Donc, typiquement, ça peut être nous, nous chercheurs. Donc, pour qu'il puisse y avoir une interaction entre le fournisseur et l'utilisateur, il y a trois documents qui sont importants, en fait, le PIC et le MAT. Et une fois qu'on a fait ces deux documents, on
on peut obtenir un numéro par, qui s'appelle le IRCC, qui est donné par la Convention sur la biodiversité. Donc, ça, c'est important d'avoir ce schéma en tête. Et donc, vous voyez bien que typiquement, ça ne peut être qu'entre deux personnes morales. C'est-à-dire que ça va pas être entre un copain chercheur et puis nous, chercheurs. C'est entre le pays ou l'institution dans lequel votre collègue est, et puis vous, votre institution. Et c'est ces deux personnes morales qui vont signer tous les documents. Ce n'est pas vous. Donc, les exclusions de l'APA, j'avais fait toute une liste, et puis Laurie, en revoyant ça, elle m'a dit, non, mais alors attends, ça, ouais, fais ça, c'est compliqué, ça, c'est… Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui exclut aujourd'hui, c'est toutes les ressources génétiques humaines ou provenant de haute mer. Après, dans les détails, il faut voir avec les correspondants après. Alors, quand on commence à préparer un dossier, enfin à interagir finalement avec un collègue qui a des ressources, qui peut nous le donner, les questions qu'il faut se poser, c'est quel est le statut de la ressource génétique, le lien avec les communautés et les savoirs locaux, l'utilisation qu'on pourrait potentiellement en faire dans le projet et après, ça c'est le devenir des ressources, quelle valorisation future, et donc prévoir le plan de partage des avantages. Donc, ça, c'est les correspondants APA des tutelles. Donc, selon que votre tutelle, soit la tutelle de votre UMR, la tutelle principale de votre tutelle, la tutelle principale de votre UMR, soit votre employeur, ça, encore une fois, ça va être à discuter. Voilà, ils ont tous une adresse. Nous, vous voyez là, sur l'IRD, qui a été quand même très précurseur dans toute la démarche. J'avais assisté à une présentation en 2017, il n'y avait que l'IRD qui faisait ça, et on voyait bien qu'ils travaillaient, alors que toutes les autres, en fait, moi, historiquement, bon, je vois bien que tout le monde s'appuie sur le travail qui a été fait, notamment par l'IRD, aussi par la FRB, mais j'imagine qu'en fait, il y a pas mal de gens de l'IRD qui étaient FRB. Donc, du coup, tout ça pour dire, voilà tous les contacts de toutes les tutelles. Les démarches à suivre dans la vie d'un projet. Donc, vous voyez, donc c'est une frise au cours du temps. On a avant le projet, pendant le projet, après le projet. Donc, avant le projet, il faut faire le PIC et le MAT. Et le MTA, comme vous voyez, le MTA, nous, on avait l'habitude de parler de MTA. En fait, le MTA, ça ne disparaît pas. C'est juste que ça ne rentre pas dans le protocole de Nagoya. C'est autre chose. Donc, le MTA, il n'y a pas de problème. Vous le faites, vous les avez. C'est un contrat qui est, encore une fois, entre deux personnes morales, entre votre institut et l'institut dans lequel… qui définissent quels sont les accords, quand est-ce que les échantillons vont être détruits, etc. Ça, on a l'habitude. Maintenant, les MTA que vous pourriez faire aujourd'hui, probablement vont inclure des clauses APA, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'utilisation, qu'est-ce qui se passe dans qui a accès, etc. Mais c'est un document qui n'a rien à voir avec le protocole de Nagoya. Donc, le PIC, le MAT, pendant le projet, on réalise, une fois qu'on a ça, on réalise son projet, et l'Europe demande à ce qu'il y ait une déclaration qui s'appelle déclaration due diligence. Donc là, désolé, j'ai mis MESRI, mais en fait, ça a disparu. Maintenant, il y a un site, on va directement sur le site et on remplit toutes les données. Grosso modo, pour avoir en fait, on déclare qu'on a fait le PIC et qu'on a fait le MAT et que tout va bien. Donc là, la frise que je vous montre,
Ah oui, et puis là, le dernier point, c'est l'archivage. L'archivage, vous verrez, c'est pendant 20 ans minimum. Après la dernière utilisation de votre matériel. Ça veut dire que, grosso modo, il faut suivre. Donc là, vous voyez qu'il y a deux. Ça, c'est une frise que j'ai reprise d'une formation qu'on avait eue à l'UM. Donc, soit on est en France, ça c'est le trait rouge, soit on est en interaction avec un étranger, et donc ça c'est le trait vert. Et puis, grosso modo, c'est à peu près la même chose en fait. Hein. Là, on a fait une division, mais c'est juste, vous allez voir que c'est pas tout à fait la même procédure, mais presque. Et puis ensuite, bah, tout se déroule bien. Donc là, j'ai essayé de détailler chacun des points. Donc, premièrement, vos correspondants à pas. Qui c'est? C'est des administratifs, des scientifiques, le directeur d'unité ou les adjoints. Voilà. Et leur fonction, c'est d'être en contact avec les cellules APA des tutelles, d'accompagner les chercheurs, de co-réaliser les démarches APA, d'informer les chercheurs de l'unité, comme ce que je suis en train de faire, et de connaître les procédures APA des tutelles. Nous, on fait un peu le lien pour accompagner. Donc là, pour les personnes de MIVEGEC, normalement, les correspondants APA qui sont enregistrés, c'est Virginie Rougeron qui est en Afrique du Sud, Bernard Carcy qui est dans le département EPAT qui est à la fac, Carlo Constantini qui va, je crois, partir en exploit aussi, moi, et puis Eric. Donc, ça veut probablement dire aussi qu'il va y avoir des modifications. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent être correspondants pas, ils sont invités. Alors, maintenant, le PIC et le maths. Soit on est en France, soit on interagit avec l'extérieur. Mais dans tous les cas de figure, on fait un PIC et un maths. D'accord? Donc, alors, le PIC et maths, j'avais écrit ce que ça veut dire. Prior informed consent pour le PIC Voilà. et mutually agreed term pour le maths. Okay. Donc, le PIC, c'est le consentement préalable et les connaissances en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on discute de qu'est-ce qu'on va faire. Et puis le maths, c'est comment on va partager. D'accord? Donc là, le PIC et le maths à la française, c'est-à-dire que quand vous allez chercher des données, accéder à des ressources en France, vous devez remplir un formulaire, le CERFA 15 786 02, d'accord, que vous trouvez n'importe où sur Internet. Et en fait, ça, c'est notre manière de faire. Donc, vous voyez que la première chose qu'on vous demande de renseigner, c'est les coordonnées du demandeur. Donc, vous ne mettez pas le vôtre, vous mettez celui de la tutelle. Ensuite, le deuxième, c'est les activités de recherche. Qu'est-ce que vous allez faire, l'objectif? Ensuite, désigner les taxons. Alors là, il y a tout un ensemble de trucs que vous pouvez dire, ce que vous allez utiliser. Et puis, où est-ce que vous allez prélever? Ensuite, 4, modalités d'accès aux ressources. Donc là, il faut décrire les modalités, comment vous allez les prélever, avec qui, comment. Le calendrier, 5. Et puis, en 6, le maths, les modalités de partage des avantages. Donc là, vous décrivez comment vous envisagez de faire. Donc, il faut avoir, vous pouvez être relativement large. D'accord? Il ne faut pas vous restreindre trop quand même, parce que, bon. Et ensuite, il faut faire signer ce document, évidemment, soit par la tutelle du chercheur, soit par la tutelle principale de l'unité. Maintenant, si vous travaillez avec un collègue en dehors de France, là, il faut contacter le point focal pour dire, bah voilà, je travaille avec l'Afrique du Sud, moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Et donc, pour connaître votre point focal, vous allez sur cette adresse-là, absch.cbd.int. Et là, vous voyez qu'il y a une carte du monde qui arrive. Et vous voyez tout en vert tous ceux qui ont signé le protocole de Nagoya. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec les États-Unis, bah, eux, il semblerait qu'ils n'ont pas signé le protocole.
Et donc, l'avantage de cette carte, c'est que vous allez sur le pays avec lequel vous travaillez et boum, vous voyez, vous pouvez avoir, là, je vous ai mis un détail avec l'Afrique du Sud et vous voyez le contact ici avec son mail. Et puis, vous pouvez voir un certain nombre vous avez un certain nombre de détails sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment, selon les différents critères. Donc ça, typiquement, vous le faites avec votre correspondant. Ensuite, une fois que vous avez votre PIC et votre maths, que c'est fait, en fait, même si vous n'avez pas, c'est important de considérer que même si votre interlocuteur ne vous a pas encore répondu, vous pouvez commencer le projet parce que vous êtes dans la démarche et on sait bien qu'avec les administrations, ça peut prendre longtemps. Ça peut ne pas prendre longtemps. Donc, et ce qui est important, c'est que vous puissiez, si jamais on vous en fait le reproche, vous puissiez dire, non, mais attendez, moi, j'ai envoyé tel document à telle personne et selon tel, il y a une question. Ouais. Non, mais on peut en parler. Donc la question c'est qu'est-ce que fait le collaborateur lorsqu'on le contacte? En fait, tu contactes ton collaborateur mais tu contactes aussi le point focal en fait. Pour ça, parce que lui, il peut contacter le point focal, mais toi, tu peux le faire aussi. Tu vois? Donc, si ton collaborateur, moi, par exemple, avec l'Afrique du Sud, je leur ai demandé de contacter le point focal. Ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Donc, je sais qu'à un moment, je vais le faire, en fait. Parce que ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de montrer que tu es dans cette démarche, que tu n'es pas dans la biopiraterie, en fait. Tu n'es pas un pirate. En fait, c'est ça qu'il faut, devant la loi, il faut que tu puisses dire, mais regardez, je communique, je montre que je suis pour le partage. Bon, c'est un peu plus que ça quand même, hein. Mais on y reviendra. Oui. Donc, je sais pas si. Donc, je reprends la question de Massiva. Elle a l'impression que c'est un peu one way, c'est-à-dire que c'est nous qui disons ce qu'on veut et que on n'a pas le retour. En fait, c'est une négociation, le PIC et le maths. C'est-à-dire, c'est un accord entre les deux. En fait, le PIC et le maths, c'est quelque chose qui est légal, c'est-à-dire que chaque pays va mettre en place une législation concernant l'accès à ses ressources génétiques. En fonction de cette législation, il y a plus ou moins des procédures qui sont mises en œuvre et qui permettent, alors en France c'est très simple, hein, parce qu'effectivement c'est une procédure qui est claire au travers du CERFA, mais ça c'est en France. Il y a des pays dans lesquels il y a des procédures qui sont aussi claires que ça et des pays dans lesquels les procédures sont un petit peu plus floues. Mais en fait, l'idée c'est de demander à avoir un accès à la ressource génétique et ensuite d'expliquer de quelle manière on va partager les avantages, sachant que ce que vous faites déjà à l'heure actuelle dans vos activités de recherche, c'est du partage des avantages. On ne demande pas des choses qui sont extraordinaires. Le partage des avantages, c'est quoi? C'est avoir des publications avec des partenaires locaux, c'est former des étudiants issus du pays. C'est tout ce que vous faites déjà. Et dans 95, voire même plus % des cas, les partages des avantages sont des partages non monétaires. Le monétaire, il arrive en tout dernier. Alors, dans la loi française, il y a une description de ce qu'on attend du partage des avantages, c'est-à-dire qu'il y a un listing des partages des avantages potentiels. Dans certaines lois, c'est aussi décrit de cette manière-là. Et quelquefois, ce n'est pas décrit, mais c'est ce que vous faites déjà. Donc, il ne faut pas se mettre martel en tête sur le partage des avantages. C'est rien de plus que ce que vous faites. Après, dans la loi, quand il y a une application commerciale, on peut demander, et quelquefois c'est écrit en toutes lettres, la somme, le pourcentage que le pays demande de revenir. Mais c'est très exceptionnel d'avoir des partages des avantages financiers.
Je pense que ta question, Sylvain, c'était, on peut quand même, c'est difficile de commencer le projet si on n'a pas déjà tout signé. Bah, en fait, le problème de ça, c'est que si on allait dans ce sens-là, on ferait rien parce que les temporalités administratives et nos temporalités à nous ne sont pas les mêmes. Donc, Mhm. notamment parce que quand on dépose un projet ANR, on n'est pas sûr de l'avoir. Donc, ce n'est pas du tout évident de commencer toutes les démarches administratives alors que tu ne sais pas si tu vas le faire. Donc, du coup, c'est là aussi où je pense que c'est toujours pareil. S'il y a un litige, ça passe devant un juge et c'est le juge qui va prendre la décision. Donc, c'est à toi de montrer ta bonne foi. Et attention, c'est pas si c'est le juge, c'est pas le juge français qui va juger, c'est le juge dans le pays. Donc là aussi, il faut faire très attention. Ça va dépendre des pays. Il y a des pays qui sont extrêmement stricts. Et c'est pour ça que ça, c'est une des forces de l'IRD que d'avoir des représentants dans les pays. Parce qu'il y a des pays dans lesquels on vous dira, si vous n'avez pas le pic et le mat, vous n'y allez pas. Parce que c'est quelque chose sur lequel ils sont très sensibles, ils sont très attentifs. Mais là encore, si vous avez une ANR, vous allez demander une ANR. Ce n'est pas un projet que vous allez abandonner si vous n'avez pas l'ANR. Donc oui, effectivement, ça vous demande de partir en anticipation, mais c'est un projet sur lequel que vous voulez lancer, c'est un projet pour lequel vous y croyez à ce projet. Ben, sachez que si c'est un projet que vous envisagez de lancer, il vous faudra un pic et un mat. Si le pays est signataire du protocole de Nagoya, il vous faudra un pic et un mat. Donc, que vous ayez l'ANR ou pas, il faudra faire les démarches. Donc, lancer les démarches par anticipation. Il y a des pays où, effectivement, on peut se permettre de continuer les recherches, d'attaquer les recherches, même si on n'a pas encore eu les documents. Il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué de le faire parce que c'est très sensible. Et ces pays-là, c'est quoi, par exemple? Madagascar. Madagascar, ils sont extrêmement sensibles pour tout ce qui est APA. Le Cameroun, là, vient de lancer une forte, ils viennent de signer et ils sont très stricts par rapport à ça. Voilà. Avant d'attaquer la réponse aux questions, excusez-moi, je voulais quand même juste me présenter parce que je ne me suis pas présentée au départ. Je voulais juste vous dire, voilà, donc je suis Laurie Casalo, je suis la référente scientifique du comité Nagoya de l'IRD. Je suis microbiologiste, donc je suis chercheur à l'IRD et je suis à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Voilà, juste pour positionner. Le comité de Nagoya est constitué de chercheurs qui représentent les différents départements et est constitué aussi de personnel d'appui de soutien à la recherche, pour nous aider justement et pour aider tous les chercheurs au montage de projets. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Ouais, désolé, je ne t'ai pas présenté, Non, mais c'est pas notamment grave. parce que je ne connaissais pas Voilà. les détails. On a une question, c'est qu'est-ce qui se passe si on interagit avec un pays qui n'est pas signataire? Alors, si le pays n'est pas signataire du protocole de Nagoya, vous n'avez pas à vous mettre en conformité. En revanche, on n'est jamais à l'abri qu'effectivement, un jour, un pays devienne partie au protocole, ce qui est parce que, vous voyez là sur cette carte qu'il y a énormément de pays qui le sont, il en reste quelques-uns qui ne le sont pas. Et il y a des pays, et ça a été, donc je viens d'en parler, le cas du Cameroun, qui a signé, est devenu partie au protocole et a ratifié le protocole de Nagoya en mettant une rétroactivité à sa loi. Donc, le conseil, c'est si vous travaillez avec un pays qui n'est pas parti au protocole de Nagoya, vous pouvez faire vos activités de recherche sans problème. Conservez juste toutes les interventions inhérentes à l'échantillon que vous avez récupéré, c'est-à-dire où est-ce que vous l'avez prélevé, qu'est-ce que vous en avez fait, de quelle manière vous l'avez partagé, etc., etc. Voilà. La première de Michael Cohen qui demande si les documents est-ce qu'ils vont être demandés pour les dépôts d'ANR du niveau européen. Je n'entends pas les questions, donc il faudrait. Alors, la question, c'est donc dans le chat, est-ce que ça va être demandé pour l'ANR ou pour les projets européens? Alors oui, obligatoirement, parce que la France donc, est signataire du protocole de Nagoya, mais l'Europe aussi est signataire du protocole de Nagoya. Et donc, on vous demande d'être en conformité avec les législations. Maintenant, tout dépend de l'endroit où vous allez prélever votre échantillon. Si votre échantillon est prélevé dans un pays qui est parti au protocole, on vous demande d'avoir les documents. Si le pays n'est pas parti au protocole, on ne vous demande pas. Ensuite, que va faire l'ANR? Alors, l'Europe est en charge
charge de la vérification de la conformité au travers de la DDD, de la déclaration de due diligence. Et l'ANR, ce qu'elle va vous demander, c'est, elle a mis des checkpoints. Donc, le checkpoint, généralement, il est mis à la fin de votre projet ANR, où on vous demande de vous assurer que vous avez, on vous demande de faire la preuve que vous avez obtenu les documents. Alors, pour l'instant, dans la majorité des instituts, on ne le contrôle pas de manière facile, enfin de manière systématique. C'est l'Europe vous demande de vous mettre de déclarer votre conformité, mais les instituts ne vous bloquent pas. Ce n'est pas le cas de l'INSERM. L'INSERM, par exemple, a mis un checkpoint très important. Si vous ne faites pas la preuve au moment du versement de la troisième part du troisième versement de votre ANR, eh bien, l'INSERM ne vous versera pas l'argent. Parce que ce que dit la législation, c'est que si vous n'êtes pas en conformité, on peut vous demander de rembourser ce que vous avez touché. Donc, il faut vous mettre en conformité. Alors, il y a Michael Fontaine là, qui a levé la main depuis un moment. Moi, en fait. Voilà. En fait, c'est moi qui viens de poser cette question. Et donc, ça répond en effet voilà, à ce que vous venez de dire. Par contre, pour des projets à l'échelle mondiale, ça veut donc dire que c'est une procédure par pays signataire. Oui. D'accord. Et donc là, je rejoins une deuxième question. En fait, le temps que prennent ces procédures, en fait, parce que si les procédures ont été entamées et que les pays ne répondent pas, ne sont pas assez réactifs et tout ça, ça bloque complètement du coup la procédure de dépôt d'une ANR, en fait. Alors, non, parce que de dépôt de l'ANR, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, vous faites votre demande d'ANR, on ne vous demande pas de faire la preuve d'entrée de jeu, vous avez fait les démarches. Nous, on est bien conscient, en fait, qu'il y a cette difficulté de réponse. Et c'est pour ça qu'à l'IRD, nous, on utilise beaucoup nos représentants. C'est-à-dire qu'on dit à nos chercheurs… le point focal est contacté. Alors, il est généralement contacté d'ailleurs au travers du représentant parce que comme ça permet d'avoir des relations privilégiées avec le point focal qui va répondre peut-être un peu plus facilement. Nous, on dit, vous contactez le point focal. Si au bout d'un mois, le point focal ne vous a pas répondu, vous le recontactez une deuxième fois. Si au bout de 2 mois, il n'a pas répondu, qu'est-ce qu'on fait? Là, le questionnement, c'est le représentant qui va nous aider à répondre. Est-ce que c'est un pays sensible ou est-ce que ce n'est pas un pays sensible? Si ce n'est pas un pays sensible, on y va. Et on relance le point focal. Et si jamais on nous demande une mise en conformité, on fournit les échanges de mails. C'est-à-dire qu'on montre qu'on a fait preuve de la diligence nécessaire parce qu'on a essayé de contacter. On a voulu obtenir les documents, on ne les a pas eus. Ce n'est pas notre faute, mais on a essayé. Donc ça, c'est un moyen de faire la preuve. Ensuite, si le représentant vous dit non, là franchement c'est un pays, ça craint, il faut absolument qu'on ait la réponse du point focal, il faut absolument qu'on ait une réponse des autorités, bon ben là, effectivement, c'est là qu'est la difficulté et on peut être en stand-by. Bon, de manière générale, s'ils sont extrêmement stricts, ils vont répondre. Ce n'est pas toujours le cas, mais ils vont répondre. Merci. Alors, si vous travaillez en France avec des moustiques élevés en laboratoire depuis des années, ça, c'est une vraie problématique de questions pour lesquelles on n'a pas forcément toujours la réponse. Alors, il y a des pays, comme le Brésil, par exemple, qui considèrent qu'à partir du moment où vous avez 2e génération, vous avez acquis des traits génétiques qui sont des traits brésiliens, donc votre ressource, elle devient brésilienne. Bon, en France, il n'y a pas de choses aussi clairement identifiées que ça. Je dirais que si vous avez des moustiques qui ont été prélevés depuis des années, et alors, avant la Convention pour la biodiversité, vous êtes totalement, théoriquement, en dehors de tout ce qui est protocole. Vous avez prélevé ces moustiques pour faire une utilisation qui est une utilisation de recherche fondamentale pure. Vous êtes toujours dans cette démarche-là. Vous êtes toujours en train d'utiliser ces moustiques pour faire de la recherche fondamentale pure. Vous n'avez donc pas changé d'utilisation. On considère que tant que vous êtes dans cette démarche-là, vous êtes tranquille. Maintenant, si vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de revenir vers le pays pour refaire une démarche. Maintenant, si vous avez effectivement un moustique que vous avez rentré dans votre collection il y a 2 ans de ça, et que votre moustique vient d'un pays qui est signataire du protocole de Nagoya, alors on va prendre un peu plus loin, comme ça va me permettre de corriger un petit élément qui peut-être n'était pas clair dans la présentation de Rémi. Le 9 août 2016, c'est l'entrée en vigueur en France, exclusivement en France, c'est-à-dire pour des ressources génétiques françaises. Pour des ressources génétiques issues d'un autre pays, c'est la date d'entrée en vigueur dans le pays. Donc, imaginons que vous allez faire un prélèvement au Burkina Faso. L'entrée en vigueur au Burkina Faso, c'est 2014. Vous avez un prélèvement de moustiques qui est de 2018. Si vous n'avez pas les documents,
vous n'êtes pas en conformité avec la loi du Burkina Faso, vous êtes obligé de retourner chez eux pour leur demander l'autorisation d'utiliser votre moustique. Si votre moustique a été prélevé en 2012, vous êtes antérieur à la loi au Burkina Faso, vous avez une utilisation qui n'a pas évolué depuis le moment où vous avez prélevé votre moustique, vous continuez à travailler pour ça. Vous trouvez quelque chose de super intéressant dans votre moustique qui fait que vous allez en avoir une autre utilisation, vous revenez vers le pays pour vous mettre pour régulariser votre situation. Voilà, vous voyez un peu le raisonnement. Il y a une Alors, question oui, dans les la accords de consortium, oui, parce qu'en fait, les accords de consortium se signent entre les partenaires. C'est-à-dire, vous allez signer un accord, un MOU, Memorandum of Understanding, avec ben, je vais rester sur mon Burkina, avec l'université de Ouagadougou. Mais l'université de Ouagadougou n'est pas le propriétaire de la ressource. Le propriétaire de la ressource, c'est le pays. Donc, en fait, quand vous signez des accords, des MOU, à l'intérieur du MOU, vous intégrez tout ce qui est transfert, c'est-à-dire que le Material Transfer Agreement, les clauses Nagoya peuvent être intégrées, etc. Mais ça n'empêche pas que le PIC et le MAT ne se négocient pas avec le partenaire local, mais se négocient avec l'autorité compétente du pays. Donc oui, c'est une personne morale de notre côté, c'est-à-dire que c'est une institution, ce n'est pas un chercheur individuel, c'est une institution, CNRS, IRD, INDRA, Université de Montpellier, etc., etc. Mais en face, l'autre interlocuteur, c'est soit le pays, soit la communauté d'habitants, si la communauté d'habitants est reconnue dans la loi du pays. D'accord? Donc le MOU ne vous exonère pas du PIC et du MAT, mais peut vous exonérer du MTA si c'est inclus. Il y a une question dans la salle. Oui. Je n'entends pas les questions. Ouais. Ah ouais. Ok. Bonjour Laurie, du coup ma question c'est de nouveau sur les moustiques. En fait, ça soulève deux questions. Pour moi, j'ai une collègue qui avait donc fait la formation aussi, qui me parlait d'un règlement avec un listing d'espèces de collection. Oui. Donc du coup, nous sur les moustiques, donc on a Aedes aegypti, donc est-ce que ça exclut en fait ces espèces ou pas? Et du coup, moi, ça me déroule aussi une question. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'échange, justement? On reçoit souvent des moustiques ou on réceptionne des tiques, donc qui proviennent de labos. Comment on s'assure que du coup, c'est bien respecté? Parce que souvent, on ne sait pas, mais effectivement, si c'est prélevé il y a 2 ans, on ne va pas forcément le savoir. Voilà. Alors, la première partie de la question, c'est qu'en France, parce qu'en France, on aime bien, nous, les exceptions, donc on a mis une petite exception qui a inclus une notion particulière qui est la notion d'espèce modèle. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en discutant avec différentes personnes, a réalisé que, effectivement, il y avait une partie des activités de recherche qui étaient en fait vraiment des activités de recherche qui étaient là dans le but d'augmenter la connaissance. Et la ressource génétique que l'on utilisait là, à ce moment-là, n'était pas forcément... c'était pas forcément la ressource génétique qui nous intéressait, mais c'était la compréhension d'un mécanisme qui ensuite pouvait être appliqué à d'autres organismes similaires. Donc, et c'est en ce sens-là que cette espèce pouvait être considérée comme modèle. Moi, je suis microbiologiste. Si j'étudie un métabolisme dans ma bactérie, ce n'est pas le métabolisme de cette bactérie-là qui m'intéresse. C'est un métabolisme général et qu'ensuite, qui va être le même chez d'autres bactéries. Donc, dans ce cadre-là, on peut le considérer comme modèle. Donc, ce qu'a fait le MESRI, c'est qu'en interrogeant différentes personnes, ils ont défini toute une série d'espèces. Donc, c'est très vaste. Hein. Je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de pages de listing d'espèces. Donc, effectivement, il y a des moustiques à l'intérieur, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des micro-organismes, il y a des virus, il y a des eucaryotes. Voilà. Donc, il y a plein d'organismes comme ça. Et si effectivement, vous êtes en train de faire une activité de recherche sur un organisme qui est inclus dans cette liste-là, et pour faire des études de recherche fondamentale, vous êtes automatiquement exclu de l'APA. Mais attention, sur une ressource génétique française. C'est une loi française, d'accord? Donc, c'est là où il faut bien faire attention. C'est-à-dire que ce qui est important, la première des questions que vous devez vous poser, c'est quelle est l'origine de ma ressource? Quel est le pays d'où vient ma ressource?
Donc, d'abord, est-ce que j'ai une ressource génétique? 2, est-ce que j'ai une utilisation de cette ressource génétique? J'explique ce que ça veut dire. Je fais un prélèvement d'eau. Dans mon eau, j'ai prélevé, il y a de tout, il y a des bactéries, il y a peut-être des moustiques, il y a peut-être n'importe quoi, mais ce que je vais regarder, c'est la composition physico-chimique. Je n'ai pas d'utilisation de la ressource. Donc oui, j'ai prélevé de la ressource, mais je n'ai pas d'utilisation, je ne suis pas à pas. En revanche, je vais faire une analyse de la biodiversité présente dans mon eau. Là, j'ai de la ressource génétique, j'ai une utilisation, donc je suis à pas. Première définition. Deuxième question, quel est le pays d'origine de la ressource? Est-ce que le pays est signataire ou pas du protocole de Nagoya? S'il est signataire, est-ce qu'il y a des lois en place? S'il y a des lois, quelles sont les procédures? Et je m'y conforme. Voilà, ça, c'est votre déroulé de questionnement. OK? Donc après, votre moustique, s'il est utilisé, on revient sur le questionnement de tout à l'heure. Hein, vous avez, est-ce que ça a été prélevé, à quel moment, etc. Vous collaborez avec des partenaires, eh bien, théoriquement, vous ne pouvez pas récupérer votre moustique comme ça. Vous devez faire un MTA, donc un Material Transfer Agreement. À l'intérieur de ce Material Transfer Agreement, vous vous engagez en tant que personne qui va réceptionner la ressource. Vous vous engagez à revenir vers le pays d'origine si votre utilisation est différente de celle pour laquelle votre partenaire a eu l'autorisation. Pour savoir ça, encore faut-il que votre partenaire vous fournisse des documents. Donc, théoriquement, associé au transfert de la ressource, il doit y avoir aussi cette notion de pic et de mat, c'est-à-dire il doit y avoir une notion qui vous dit, alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le document, mais il faut que dans le contrat que vous signez avec votre partenaire, et dans un MTA, là, on en fait, c'est pas du bilatéral, c'est du multilatéral, donc vous allez faire des contrats avec tous les partenaires du projet, eh bien, on va expliciter ce que vous avez le droit de faire avec votre ressource. Et ce que vous avez le droit de faire dépend de ce que la personne qui a collecté la ressource a demandé et s'est engagée à faire. Oui. Alors, oui, exactement. Donc, je reprends là ce que dit Myriam dans le chat. Effectivement, dans le PIC, dans le MAT et dans le Material Transfer Agreement, il y a aussi cette notion du devenir de la ressource. Alors, c'est là que c'est un peu paradoxal parce que théoriquement, toute cette procédure, elle a pour but de conserver la biodiversité. Alors, moi, ça me choque profondément quand vous avez un pays qui vous demande de détruire sa ressource à partir du moment où vous avez terminé votre recherche. Bon, mais c'est ce qu'ils veulent, la ressource leur appartient, peut-être qu'ils l'ont d'une autre façon, ils la conservent d'une manière différente, ou de leur envoyer, oui, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez signé votre contrat avec le pays qui est propriétaire de la ressource génétique, donc le pays d'où vient la ressource, vous allez en même temps, à l'intérieur, déclarer ce que vous allez en faire. Alors, à l'heure actuelle, les DSI… Laurie, juste, il faut que tu lises le chat. La question, tout le monde ne le voit pas, d'accord. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, il y a la première question, c'était certains pays demandent à ce que la ressource génétique envoyée dans un pays tiers partenaire dans le cadre d'un projet de recherche soit utilisée sur une période définie et qu'au terme de l'objectif fixé, ces échantillons doivent être détruits ou renvoyés au pays d'origine. Voilà, donc ça, c'est la réponse que j'ai donnée avant, où on explicite dans le contrat ce que va devenir la ressource, conservée dans une collection, ici, dans le pays d'origine, peu importe, ou détruite. La question suivante, c'était, vous avez mentionné les discussions de Montréal qui peuvent élargir ces accords aux séquences. Pouvez-vous développer les possibles conséquences et implications? Alors, à l'heure actuelle, la discussion, c'est que quand on réfléchit au fonctionnement de l'APA, c'est que si je vais dans un pays, je prends une ressource génétique, je vais, par exemple, séquencer le génome, donc je prends un poisson, je séquence le génome, alors regardons sur les moustiques, je prends mon moustique, je séquence mon génome de moustique, je mets ça dans GenBank et je vais publier un article sur ce génome. Là, je suis dans le cadre de l'APA parce que je suis allée chercher une ressource génétique dans le pays. Maintenant, arrive un chercheur de n'importe quel laboratoire, vient récupérer la séquence que je viens de déposer dans GenBank et à partir de là, trouve un gène intéressant et avec les merveilleux progrès de la biologie de synthèse, fait un gène synthétique pour 3 francs 6 sous, l'exprime, récupère le produit et fait ce qu'il veut. Ça ne rentre pas dans l'APA. Alors, vous comprenez bien que là, il y a quand même un paradoxe et que les pays, et notamment les pays du Sud, sont vent debout pour dire c'est un contournement de l'APA et c'est la porte ouverte à la biopiraterie. Donc, les discussions à l'heure actuelle se font justement sur l'entrée de ces DSI.
Mais vous comprenez bien aussi qu'il y a beaucoup de pays qui disent « mais moi, les ressources comme ça, les séquences, j'ai besoin de les utiliser facilement ». Donc, c'est une négociation. Alors, les pays du Sud poussent parce que les pays du Nord voudraient que va être négocié à Montréal dans la COP 15 le Global Framework Post-2020, donc qui va mettre en place un certain nombre de réglementations. Et les pays du Nord sont très en attente de cette réglementation et les pays du Sud disent « on vous votera ce que vous voulez si, en échange, vous incluez les DSI ». Donc, dites-vous bien que les DSI, elles vont probablement rentrer à un moment donné dans le cadre de l'APA. Mais ce que disent les gens, c'est que c'est trop compliqué à l'heure actuelle. Cet APA, tel qu'il fonctionne de nos jours, ce système bilatéral d'une institution qui va discuter avec un pays, c'est compliqué parce que ça met de la lourdeur. Ce n'est pas forcément au final si efficace en termes de retour vers le pays, parce que en termes, les pays s'attendaient à avoir des retours financiers qui étaient bien plus importants. Le Nagoya, enfin la Convention pour la biodiversité biologique, Nagoya, tout ça, c'était à l'époque où tout le monde pensait que la biotechnologie, c'était l'or vert, donc ça allait rapporter beaucoup d'argent. Et donc, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, ça met une lourdeur qui n'est pas forcément aussi efficace que ce qu'on voulait. Et à côté de ça, il y a des systèmes qui fonctionnent. Donc, notamment, il y a un système qui s'appelle le TIRPA. Donc, le TIRPA, c'est un système qui est prévu pour… donc, c'est les ressources génétiques qui sont destinées à l'alimentation et à l'agriculture. Et là, pour ne pas justement bloquer l'accès à des ressources génétiques qui sont nécessaires pour la survie des gens, on a mis en place un système particulier, c'est un système multilatéral. C'est-à-dire que pour avoir accès à ces ressources-là, qui sont dans un listing, on signe juste un document qui est un document commun et on fait du partage des avantages au sein de cette espèce de fonds commun. Et donc, ça simplifie les échanges, ça simplifie les retours d'avantages, etc., parce que ça permet d'avoir de l'argent qui permet à certains pays de développer l'accès à cet alimentaire et à ces ressources génétiques destinées à l'alimentation. Et c'est un système qui fonctionne pas trop mal. Donc, à l'heure actuelle, les discussions sont sur le fait que les DSI, si elles ne rentreraient probablement pas sur un système bilatéral tel qu'on l'a à l'heure actuelle, ce qui laisserait un open access à ces DSI, qui ferait que si on a besoin d'utiliser, si on utilise une donnée de séquence pour des choses très commerciales, eh bien là, il y aurait un retour vers un fonds commun qui permettrait de développer aussi des moyens pour les pays du Sud d'avoir aussi leur propre système de gestion des données de ressources, des données digitales, donc de conservation de ces séquences. Donc voilà, donc pour l'instant, ça ne changerait peut-être pas forcément notre façon de travailler si la négociation arrivait à atteindre ce niveau-là. Alors, il y a des pays qui sont d'accord, des pays qui sont moins d'accord, qui veulent un peu plus de contrôle. Donc, pour l'instant, c'est une négociation. Voilà. J'aimerais juste terminer ma petite présentation. En tout cas, c'était super. Hein. Je pense que j'aurais été absolument capable de rendre. Ça montre bien l'importance d'avoir des gens qui suivent de près. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'archivage pendant 20 ans après la dernière utilisation. Et donc là, on voit un peu le schéma qu'il faut suivre pour contacter l'autorité Nagoya et puis ensuite voir qui est-ce qui doivent signer les documents. Alors, ça revient. Et voilà, je voulais juste arriver à ça, c'est que dans chaque UMR, il faut qu'on ait un tableau comme ça qui recense les références, l'acronyme du projet, le nom du chercheur, le pays, est-ce qu'il y a une visée commerciale ou pas, le PIC, le MAT, le MTA s'il y en a, et puis le dépôt de la diligence. Et s'il y en a un, donc une fois qu'on a le PIC et le MAT, on peut faire donc la demande de l'IRCC. Et donc voilà. Et donc ça, il faut qu'on conserve ces informations quelque part dans l'UMR.
Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille voir le bar et qu'on leur donne ces informations-là et que pendant 20 ans, dans 20 ans, on puisse revenir. Il y a une question dans la salle. Qui a décidé que l'archivage se ferait par unité? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de faire un archivage via les tutelles? Parce que, comme chacun le sait, les unités ne durent pas 20 ans. Alors, peut-être que c'est aussi… Ouais, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de décision, justement. C'est une des grosses problématiques à l'heure actuelle de la conservation et de l'archivage des données. Parce qu'en fait, il y a plein de problèmes liés à ça. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Rémi, ces documents sont à conserver 20 ans après la dernière utilisation. Donc, autant vous dire, vous le conservez à 19 ans, au bout de 19 ans, vous réutilisez la ressource génétique, on est reparti pour 20 ans de plus. Non seulement les UMR, ont pas cette durée de vie. Enfin, moi, ça fait 21 ans que je suis à l'IRD, j'ai tout vu, des petites, des grandes, des moyennes. Ça passe son temps à changer. Donc ça, déjà, c'est pas stable. Il y a la partie informatique qui n'est pas stable. Un document que vous aviez il y a 20 ans, il est fortement probable, vous n'arrivez même pas à l'ouvrir avec les logiciels actuels. Donc ça, c'est une deuxième problématique. La quantité de données, combien on les garde, où on les garde, de quelle manière, est-ce qu'on les garde en combien d'exemplaires? On est tous justement, sûrement dans les labos 1.5 à se dire on va peut-être réduire aussi la quantité de données que l'on conserve, peut-être pas les conserver en 18 exemplaires non plus. Tout ça, ça fait de la data qui coûte énergétiquement. Donc, c'est un vrai questionnement. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas de décisions qui sont prises. La difficulté, c'est que pour que ce soit conservé au niveau institutionnel, et ce qui serait, moi, à mon avis, le plus logique, que ce soit conservé au niveau institutionnel, c'est qu'il faut être sûr que les gens reviennent vers l'institution. Parce que, vous voyez, moi, je suis comité Nagoya, tout le monde ne vient pas me poser des questions. Tout le monde il y a des gens qui savent quoi faire. Donc, en fait, ils le font de leur côté. Et je n'ai pas forcément la vision de tous les pics et les maths qui ont été obtenus. Donc ça, c'est là où ça devient plus difficile en termes de conservation. Alors, je voulais vous dire quand même, parce que ça fait un peu peur tout ce qu'on vous a raconté là, que si vous êtes là, c'est déjà que vous êtes sensibilisé à l'APA et c'est super important. Et sachez que les cellules APA sont vraiment là pour vous aider, parce que je suis sûre que vous avez des milliards de questions et que vous allez en avoir encore. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les cellules ALPA et vers vos représentants APA. Ils sont là pour vous aider dans cette démarche. Du coup, je termine, Laurie. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Et du coup, moi, je me demandais donc, pour cette histoire d'archivage, donc il y a le PIC et le maths, mais à chaque fois, on fait un MTA qu'on remplit du coup avec les pôles contrats de nos tutelles. Oui. Donc, je ne sais pas, mais peut-être que là, ils ont quand même des bases de données. Je pense à l'IRD, c'est Sorgo, je ne sais pas, où ils remplissent des numéros de contrat. Et c'est vrai que peut-être là, ils pourraient référencer. Alors, les contrats, effectivement, sont conservés. C'est-à-dire que le MTA, effectivement, est un contrat. Ce contrat est conservé. Mais dans le contrat, par exemple, il y a écrit un certain nombre de choses. Et c'est la question qu'on a eue tout à l'heure. Peut-être qu'on n'a pas, nous, le PIC et le maths. On ne les a pas. On a juste ce MTA on n'a pas la donnée initiale. Et si on ne partage pas la ressource avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de MTA qui est signé et donc ça ne passe pas par le bureau des contrats. Parce que le PIC et le maths ne passent pas par le bureau des contrats. Le PIC et le maths, les délégations de signature des PIC et des maths en France, à l'IRD, attention, parce que chaque institution en plus a sa formule, sa façon de procéder différente. À l'IRD, les délégations de signature pour le PIC et le maths se fait soit au niveau du délégué régional, donc chez vous c'est Florence, soit au niveau du représentant dans le pays. Et le MTA, en revanche, c'est une signature au bureau des contrats parce qu'il n'y a pas de délégation de signature, donc c'est la présidence qui signe. Ou le DR. Non, le DR doit signer peut-être. Oui, c'est le DR qui signe, le délégué régional qui signe le MTA. Donc, vous voyez, en plus, il y a cette difficulté-là. Mais il y a le PIC et le maths peuvent être signés sans que personne dans les structures officielles n'en ait eu connaissance. Si ni le chercheur ni le représentant finalement ne nous transfère le PIC et le maths vers les services, en fait, on n'est même pas au courant que ça a été signé. Voilà. Il est 12h05. On a fait notre petite heure.
Ici, dans la salle, il fait froid, mais si on avait été plus nombreux, peut-être qu'il aurait fait plus chaud. Mais il semblerait que les gens se sont habitués au Zoom, etc. On voit. En Je tout ne sais pas si on cas, m'entend. Est-ce qu'on... Ah, Oui. j'ai interrompu. Florence, tu voulais Oui, intervenir. bonjour à tous. Je voulais vous remercier vraiment pour cette présentation. Et puis, je voulais juste, avec la permission de Laurie et de Rémi, ajouter quelque chose. Donc, moi, je suis juriste IRD et je suis très chercheur. Je suis très sensible à cette question, effectivement, de l'APA. Et je l'ai expérimenté avec mes collègues chercheurs en océanographie sur les zones sur les eaux, parce qu'il y a l'APA sur la mer et aussi l'APA sur la terre. Et donc, il y a aussi beaucoup de difficultés à faire signer les documents par les autorités du pays, si on interagit sur les eaux de ce pays-là. Mais bon, on y arrive. D'ailleurs, Laurie, moi, je déposerai les documents que j'ai pu récupérer donc, au niveau de l'IRD pour les archives et autres, puisqu'on a pu les faire signer par Maurice et finalement, tout s'est bien terminé, mais c'était toujours long. Par contre, là où je voudrais ajouter quelque chose, c'est que souvent, j'ai pu voir avec mes collègues chercheurs, naturalistes et autres, dont ce n'est pas du tout le rayon, une méconnaissance de ces procédures-là, de l'obligation de négocier les autorisations avec les pays qui sont fournisseurs. Et donc, je rappelle toujours cette obligation-là et le fait aussi que les chercheurs qui ne le font pas s'exposent quand même à de graves ennuis, comme on dit dans Tintin, quand ils se rendent dans le pays pour mener une recherche qui n'a pas été autorisée au titre de l'APA. Déjà, même quand elle a été autorisée au moment du départ des chercheurs, descendre du bateau, etc., il peut y avoir des querelles sur les échantillons, là, comment est-ce qu'ils ont été pris, pourquoi faire, est-ce qu'ils sont partagés, est-ce qu'on a bien respecté les différents documents signés entre l'État accédant, et donc les chercheurs accédants et l'État fournisseur. Mais il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, parce que quand le chercheur se trouve sur le territoire d'un État étranger, il est soumis au droit étranger. Et il n'est certainement pas soumis au droit français. Donc, il peut effectivement être convaincu d'espionnage en matière de recherche et autres, et se retrouver dans des situations absolument épouvantables parce que le pays va l'accuser, à tort ou à raison, d'avoir mené une recherche différente de celle qui était prévue au document ou sans autorisation. Et ça expose les chercheurs souvent à des emprisonnements ou ça peut être aussi des peines lourdes et on n'est pas du tout conscient dans notre métier de chercheur de s'exposer à des risques comme ça. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant sur la question de l'APA et surtout se retourner avant vers les chercheurs de l'IRD qui sont spécialisés APA et qui sont là pour nous aider. Parce qu'une fois coincé dans le pays avec des ennuis comme ça, le consul peut vous amener des oranges, hein, c'est tout. Et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez. Donc, je le dis, on profite. Voilà. Okay. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Florence, moi, je travaille avec des Américains et donc en Guyane française où on a fait une déclaration d'APA avec notre ministère. Mais pour tous ceux qui ont des collaborateurs américains, sachez qu'il faut s'y prendre assez tôt avec eux pour leur convaincre que ça existe. Comme ils ne sont pas signataires, ils ont du mal à comprendre que s'il y a un droit et quand ils reviennent en France, s'ils ont un petit souci, eh bien, c'est pour ça qu'on fait des démarches avec eux, mais en les prévenant. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et parfois même sur des pays en Europe, là, on avait travaillé avec l'exploration de Monaco. J'ai dû batailler pas mal au niveau de mes collègues pour dire attention, Monaco n'est pas dans l'Europe, il n'est pas signataire des affaires Nagoya et autres. Mais nous, chercheurs français, nous le sommes, même si on est sur un bateau qui est affrété pour Monaco. Donc, des fois, ça fait effectivement des complexités, mais on a 6 mois, 8 mois avant pour les régler en amont et certainement pas ex post. Parce que là, c'est sûr que les ennuis arrivent à la descente du bateau. Alors, ce n'est pas les échantillons qui ne descendent pas, mais ça peut être les personnes qui ne descendent pas, avec le bateau qui est arraisonné et autres. Alors, c'est un aspect quand même qu'on ne se souhaite pas, mais il faut vraiment en être conscient et prévenu. À l'IRD, d'autres organismes sont peut-être un peu plus
sensibles à ça et en avant sur ces questions, comme les collègues du MNHN. Mais c'est vrai qu'à l'IRD, j'ai vu beaucoup de collègues qui n'étaient pas du tout sensibles à cette question ou connaisseurs. Et puis ensuite, quand ils la découvrent, là, ils s'en préoccupent. Mais voilà, ça me frappe qu'on soit aussi des fois naïf sur cette question-là en s'exposant soi-même à des ennuis juridiques dans les pays que l'on visite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à l'équipe. Je rends l'antenne. Voilà. Merci. Tu m'attends? Merci à tous. M'attendez? Je vois qu'il y a dans le chat, est-ce que le PPT sera disponible? Alors, il y en a plein des disponibles. Mais si vous voulez que je vous envoie celui que j'ai fait moi, je peux vous l'envoyer. J'ai mis mon adresse dans le chat, remy.frassard@cnrs.fr. Mais dans tous les cas de figure, normalement, vos correspondants APA sont briefés et devraient avoir au moins les contacts avec les correspondants des tutelles. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et puis j'espère à bientôt. Merci Laurie. Merci. Et Florence. Voilà, et n'hésitez pas.